De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Londres et Dallas où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, depuis Londres pour le décryptage de l'actualité internationale. Pour organiser ce premier afterwork conjoint à l'international. Diffusion ce 12 novembre à 14h, Dallas, 20h Londres, 21h Kinshasa. Kinshasa reste intransigeant sur le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Actualité, élections locales aux USA, sommet social, Doha, conférence Grand Lac Paris, networking signature et apéro de la diversité. C'est prendre acte du contenu d'un document. Le signer, c'est accepter formellement les termes du document, du contrat, de l'accord. Henri Désiré Nzouzi sur Wangila Connect. Abonnez-vous. Nous étions en connexion avec Londres. Nous avons reçu pour vous Henri Désiré Nzouzi. Wangila Connect. Connecter l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas, pour un nouveau sujet de votre magazine. L'actualité internationale, les enjeux, les objectifs et ses conséquences sur la marche du monde, c'est ce que nous allons voir dans ce numéro en connexion entre Londres et Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. Henri Désiré Nzouzi est expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking. Il est le producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Henri Désiré Nzouzi, comme nous venons de l'annoncer, vous êtes à Londres. Quelle est la raison de votre présence en terre anglaise précisément? Alors, il y a de quelques années, 6 ans pour être précis, j'ai lancé à Bruxelles une initiative, un networking qui s'appelle les apéros de la diversité, avec l'ambition de connecter les diasporas africaines et d'ailleurs pour évidemment leur permettre de pouvoir mettre en avant leurs initiatives vis-à-vis du pays d'accueil et vis-à-vis des pays d'origine. Un peu moins longtemps après, il y a plus ou moins 5 ans, à Kinshasa, j'ai lancé le initiative avec notamment le networking qui connecte les acteurs de la vie internationale aux différents écosystèmes congolais. Alors, ce que je veux dire à ce propos, c'est que nous avons dans notre stratégie de déploiement à l'international décidé d'organiser à Londres pour la première fois un afterwork conjoint entre d'une part les apéros de la diversité et d'autre part le networking pour connecter cette fois-ci les diasporas africaines du Royaume-Uni pour créer une sorte de plateforme dans laquelle chacun aura à cœur de partager ses idées et son expérience. Je rappelle que il y a de cela un peu moins de 2 mois, j'ai organisé à New York un networking en marge de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a 4 mois, j'ai organisé au Caire, en Égypte, le networking, et il y a 6 mois, j'ai organisé également à Doha, au Qatar, un networking dans le cadre de la mission économique que nous avions menée à l'époque. Alors donc, c'est ce que je vous dis là, en fait, qui justifie ma présence ici à Londres, avec évidemment cette volonté de pouvoir renforcer à la fois le dialogue, les échanges entre ces différentes diasporas, et puis surtout une manière aussi de mettre en avant des profils, ceux qui ont des projets, ceux qui ont des initiatives, ceux qui ont des choses à proposer et qui trouveront désormais, nous verrons comment les choses s'articuleront, mais je pars sur une base de tous les 2 ou 3 mois, qui pourront donc revenir dans un endroit qui sera choisi pour pouvoir échanger avec d'autres sur les différents sujets qui nous rassemblent tous. Henri Désiré Nzouzi, alors comment s'est déroulées vos activités à Londres? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'était une réussite? Comment ça se passait? Comment
pour le projet par rapport à New York, Kinshasa, Bruxelles? Alors, je dirais que le public était équivalent à celui de New York. C'est un public, on était à peu près une petite trentaine, ce qui était en fait la masse critique recherchée. C'est une première initiative qui en appellera d'autres. Nous avons eu des représentants du Nigeria, du Ghana, des Congolais bien évidemment, qui ont répondu présent. Et je voudrais saluer ici la disponibilité de Monsieur Cédric Longangue, qui est en charge d'un secteur au niveau de la HSBC à Londres et qui donc a mis tout son talent et tout son temps pour rendre possible cette initiative. Nous avons été honorés de la visite de la numéro 2 de l'ambassade de RDC à Londres et d'autres représentants d'associations comme par exemple la représentante des African Professionals, qui est une plateforme qui a été créée en Belgique mais qui se déploie à l'international également avec l'objectif effectivement de connecter tous ces jeunes entrepreneurs qui souhaitent prendre pied dans les pays d'origine et qui développent une activité dans les pays d'accueil, des avocats, des médecins. Enfin, c'était un bel échantillon représentatif qui était effectivement présent cette première initiative qui, je le rappelle, est une initiative conjointe entre d'une part les apéros de la diversité et le networking. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking et producteur associé du JT diplomatique. Nous allons suivre en images les apéros de la diversité et les networking qui ont eu lieu à Londres ainsi qu'à Kinshasa. Nous revenons après ces éléments. Après Le Caire, Doha et New York, l'initiative de Henri Désiré Nzouzi poursuit son déploiement international. Les apéros de la diversité et le networking ont posé leurs valises à Londres pour un afterwork inédit, ciblant l'élite africaine et congolaise. Les apéros de la diversité et le networking joignent leurs forces pour organiser ce premier afterwork conjoint à l'international à Londres. Après New York aux États-Unis, Doha au Qatar et Le Caire en Égypte, nous avons décidé de poser nos valises ici même pour connecter l'élite de la diaspora africaine qui souhaite accompagner le continent du développement, mais tout en n'oubliant pas qu'ils ont un rôle important dans le pays d'accueil. Cet événement, organisé le vendredi 7 novembre 2025, avait une ambition claire, connecter les talents de la diaspora pour accompagner le développement du continent. L'élite professionnelle s'est ainsi rassemblée autour d'un objectif commun, mêlant synergie business et vision unitaire. My name is Jordan, and I've just had an excellent evening here at the Aperol event, connecting with members of the Congolese community who are here, learning about the projects they're working on, listening about the ways that they are empowering each other, helping each other, and really trying to make these opportunities happen, fostering connections between business here in the UK and back in the Congo, and really hearing some interesting, very inspiring stories for it as well. Getting to share a little bit about my family's own background in the Congo. I felt very welcomed in, made to feel a little bit of a part of the community. Les échanges résolument concrets ont porté sur les investissements potentiels en RDC et la construction d'une coopération durable. Les participants ont salué une initiative magnifique et parfaitement organisée, vue comme une puissante opportunité de croissance collective. Moi, c'est Cédric Longangue. Je suis un banquier, plus de 25 ans, président de la Chambre de commerce congolaise ici en Grande-Bretagne, cofondateur de COSIPO, qui est le cercle des professionnels congolais de la Grande-Bretagne. J'ai plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, je suis en tout cas, j'ai le grand plaisir d'avoir co-organisé avec Monsieur Henri Nzouzi cet événement, si pour la première fois, les apéros de la diversité et networking ici à Londres. C'est la première d'une longue série. Donc, tout se passe bien. Nous vous invitons pour la prochaine occasion. Les organisateurs annoncent d'ores et déjà une longue série de rendez-vous similaires.
Ce premier succès londonien ouvre ainsi une nouvelle ère de rassemblement pour la diaspora, promettant de futures éditions tout aussi inspirantes. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri-Désiré Nzouzi en connexion entre Londres et Dallas. Henri-Désiré Nzouzi est producteur associé du JT diplomatique, initiateur des apéros de la diversité et du networking. Il est expert en diplomatie internationale. Henri-Désiré Nzouzi, nous allons parler maintenant de la République démocratique du Congo dans le volet accord de Washington et celui de Doha. Comme vous le savez, c'est 7 novembre 2025, le département d'État américain a dévoilé la signature ou le paraphe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sur le volet économique. Nous le savons, le premier volet était sur le plan de la paix et les ententes dans lesquelles il y avait des conditionnalités. Mais selon vous, quelle est l'observation que vous faites de ce paraphe des deux pays sous la bénédiction des États-Unis d'Amérique le 7 novembre à Washington? Henri-Désiré Nzouzi. Il faut d'abord se mettre d'accord. Était-ce un paraphe ou une signature? Parce qu'il parle dans le document, quand on traduit en français, on parle de paraphe. Paraphe, quand on vous présente un accord, quel que soit d'ailleurs son contenu, lorsque vous paraphez, en fait, vous montrez que vous avez lu en fait toutes les pages du document, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous signez à la fin. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que l'on sache ce dont il s'agit. Parapher, c'est prendre acte du contenu d'un document. Le signer, c'est accepter formellement les termes du document, du contrat, de l'accord, enfin peu importe. Donc il faut vraiment qu'on lève cette ambiguïté-là parce que c'est très compliqué de se prononcer, d'analyser sur un document dont on ne sait pas si il a été effectivement validé, entériné, etc. Mais cette fois-ci, nous constatons la prudence du président Félix Tshisekedi. Lors de son entretien avec la diaspora congolaise au Brésil, il a insisté que la RDC n'est pas naïve, nous restons prudents. Est-ce qu'il est important que la République démocratique du Congo puisse rester prudent, même si elle a paraphé? D'abord, c'est l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo qui doit être respectée avant tout accord économique. Henri-Désiré Nzouzi. Vous savez, ça fait maintenant quelques années que nous entretenons sur des sujets importants, notamment diplomatiques. Et s'il y a bien une constante dans mon discours, dans mon propos, dans mon analyse de la situation, c'est que nous devons éviter de tomber dans le piège de l'angélisme et de la naïveté. Cela malheureusement nous a coûté cher dans un certain nombre de sujets. On a toujours la volonté évidemment de faire mieux, de s'améliorer, d'éviter les pièges une fois de plus. Moi, ce que je note simplement, c'est que il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a 3 semaines, 1 mois, nous avions et j'avais d'ailleurs salué l'initiative, décidé de ne pas signer le volet économique de l'accord de Washington tant que les troupes rwandaises se trouveraient sur le territoire national. Alors, je ne sais pas ce qui a pu changer depuis lors. Moi, j'observe ça avec beaucoup de circonspection. On verra ce que cela va donner, mais je vois pas très bien l'intérêt de s'engager dans un accord économique pour en dénoncer ensuite les termes. Donc voilà, je suis un peu comme vous. J'attends de voir, j'attends de lire, surtout de comprendre en fait ce qui se passe. Henri-Désiré Nzouzi, pour terminer ce volet, on en est où, Doha et Washington? Si un téléspectateur veut se situer géographiquement dans le temps et dans l'espace, où en sommes-nous par rapport à ce processus? Henri-Désiré Nzouzi. D'abord, il faut d'abord que les gens comprennent que Washington est un peu, je dirais, pas l'aboutissement, mais la finalité en fait de ce qu'était le processus de Luanda, qui abordait en fait le volet
externe du conflit avec une implication avérée, documentée, prouvée, attestée du Rwanda. Et puis vous avez le processus de Doha, qui est le pendant de ce qu'était le processus de Nairobi, qui traitait des questions relatives aux groupes armés. Et on sait qu'à l'époque de Nairobi, le M23 n'a jamais voulu s'impliquer, au motif qu'il n'avait pas le même statut que les autres groupes armés. Et donc, ce qui s'est passé depuis lors, c'est que lorsque le Rwanda a décidé de quitter le processus de Luanda et que les États-Unis ont décidé de mettre la pression sur Kinshasa et Kigali pour revenir à la table des négociations après la rencontre du 18 mars, tout le monde s'en souvient, à Doha, entre Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi, il y a eu un vent d'espoir. La suite, vous la connaissez, l'Union africaine s'est mobilisée en désignant 5 facilitateurs, dont je ne sais même pas quel a été le travail, puisque bon, là on était encore en train de se rechercher, mais toujours est-il que les États-Unis ont décidé de prendre leurs responsabilités en réunissant Kinshasa et Kigali. Le 27 juin, vous l'avez noté, il y a eu la signature de cet accord, dont on a pu déplorer l'absence du M23 dans, je dirais, le chronogramme des tâches qui devaient être menées, parce que, eh bien, il y a eu peut-être une volonté des États-Unis de trouver d'abord un modus vivendi entre Kinshasa et Kigali avant de s'occuper du cas du M23. Ce que Kigali espérait depuis très longtemps, en fait, c'était de découpler les deux processus et de faire en sorte que le M23 et les autorités de Kinshasa puissent effectivement discuter dans un format totalement différent. Ce qui permettait d'une part à Kigali de continuer à tirer les ficelles, afficher sa soi-disant bonne volonté en signant l'accord de Washington, mais en tablant, en misant à l'avance, en instrumentalisant le M23 pour qu'il puisse traîner des pieds au niveau de Doha. C'est ce à quoi nous avons malheureusement assisté. Tout cela a été très mal engagé à tous les niveaux. Encore une fois, moi je reste très circonspect par rapport à la suite. Il ne faut jamais s'engager dans des demi-mesures parce que vous ouvrez d'autres chantiers qui peuvent être potentiellement difficiles à gérer. Et donc, vous venez de l'évoquer, le volet économique qui était prévu, hein, il s'agit évidemment du cadre d'intégration économique à cet accord, sur un certain nombre de points, évidemment. Voilà, je pense à titre personnel que nous aurions pu nous donner un peu plus de temps et ne pas céder à la pression. Bon, les Américains ont leur agenda, Kigali a son agenda. Je pense que nous devrions aussi, nous, en tant que Congolais, avoir notre propre agenda, plutôt que de subir comme ça, je veux dire, le bon vouloir des uns et des autres. Donc c'est, voilà, je dis ça, je dis rien, mais ayons à cœur de développer notre propre agenda, ça nous évitera pas mal de désagréments. Henri Désiré Nzouzi, avant cela, il y avait la conférence de Paris sur le Grand Lac et la conférence de la RDC à Doha sur le sommet humanitaire 30 ans après Copenhague. Nous allons commencer avec la conférence de Paris sur le Grand Lac organisée par la France et le Togo. Dans les résolutions, 1,5 milliard sera dégagé par rapport à la situation humanitaire et l'absence remarquable de Paul Kagame, il n'est pas venu, il s'est fait représenter. Et après cela, le président Macron a sollicité la réouverture de l'aéroport de Goma pour prévoir un travail de visiteurs. Votre lecture par rapport à ça? Premièrement, l'absence de Paul Kagame. Paul Kagame ne vient pas à Paris, mais à Doha, il est là. Qu'est-ce que cela représente, Henri Désiré Nzouzi? Il n'y avait pas que Paul Kagame qui s'est absenté. Je comprends qu'il faille focaliser sur sa présence ou son absence, mais ayons aussi à cœur de relativiser sa présence. Parce que c'était les deux concernés, le président Félix Tshisekedi et Kagame. C'était pas
n'étaient pas les seuls concernés. On parlait des Grands Lacs. Vous avez l'Ouganda, qui n'était pas représenté par le président Museveni, et vous avez Ndayishimiye, qui lui non plus n'est pas venu. Donc, il faut aussi que l'on replace les choses dans leur contexte. La grande question, surtout les journalistes voudraient savoir, et la communauté, est-ce que cette conférence était quelque part moins important? C'est ça la vraie question cachée. Alors, il faut trouver la motivation principale de cette conférence dans la situation de politique intérieure française. Emmanuel Macron est en difficulté sur le plan intérieur. On l'a vu, il a usé 4 premiers ministres en une année. Et il est de tradition, et ça s'est vérifié sous la Ve République, que lorsqu'un président en exercice est en difficulté sur le plan intérieur, il va s'oxygéner à l'international. Soit il se déplace, soit alors il convoque, il organise, bref, en tout cas, il fait en sorte que l'attention du monde soit braquée sur Paris. De ce point de vue-là, Macron a réussi son coup puisqu'il a attiré du monde, en dépit de certaines absences. Et il a surtout voulu reprendre l'initiative. Je le rappelle quand même, un des grands perdants de l'accord de Washington, c'est Paris. Paris, qui avait essayé de se mobiliser, de s'impliquer, qui a fait preuve de beaucoup de maladresse aussi, il faut bien le dire, essaie de revenir un peu dans le jeu. En fait, l'Europe est totalement absente de ce processus en RDC, en tout cas par rapport à la situation qui prévaut à l'Est. On a vu que ce sont plutôt les Américains, c'est l'Union africaine qui, via le Togo, essaye de maintenir courant. Et puis vous avez effectivement la médiation qatari. C'était beaucoup plus pour Emmanuel Macron une opération de communication qu'autre chose. Il n'a pas sollicité la réouverture de l'aéroport de Goma, il l'a annoncé. Alors, il y a quand même une différence de taille. Il a pris, je ne sais pas si c'est un risque qu'il a pris. Bon, on a vu les réactions que ce a évidemment suscité. Et à ce niveau-là, il faut faire très attention parce que il y a 2 niveaux de lecture, encore une fois. Parce que l'histoire récente nous renseigne que lorsque vous réouvrez un aéroport qui est fermé pour diverses raisons, vous avez d'un côté des impératifs humanitaires qui justifient effectivement que l'on puisse lui donner les moyens d'organiser des ponts aériens pour créer soit des corridors humanitaires, etc. Et puis vous avez aussi le risque effectivement de consacrer le statu quo de facto, parce que ça veut dire que quand vous réouvrez, les belligérants ne peuvent plus prendre l'initiative de récupérer, en fait. Donc, c'est un cas de figure qui peut aussi nous paralyser. Donc, ayons bien présent à l'esprit toutes ces questions, les ponts aériens, les aéroports qui ont fait l'objet de fermetures, etc. On l'a vu dans l'histoire récente dans certains pays, ça n'a pas toujours été simple. Sans vous interrompre, la prérogative de rouvrir l'aéroport dépend de la conférence de Paris, Doha ou Washington? Non, la prérogative de réouvrir l'aéroport de Goma, c'est le gouvernement de la RDC. Je rappelle que l'aéroport de Goma est situé à Goma. Goma est situé dans la province du Nord Kivu. La province du Nord Kivu fait partie de la République démocratique du Congo. Certes, il y a une situation sécuritaire préoccupante, mais la restauration, le rétablissement de l'autorité politique et administrative du gouvernement central, évidemment, l'autorise, lui permet, si les conditions sont réunies, de pouvoir procéder à cette réouverture. Simplement, aujourd'hui, il y a des entraves, il y a des obstacles, et on les connaît. Ils sont liés, évidemment, à la présence du M23 et de son principal soutien, l'armée rwandaise. Mais je trouve quand même assez étrange que ce soit le président français qui ait fait une telle annonce. Maintenant, encore une fois, on verra comment les choses vont s'articuler, mais nous devons avoir présent à l'esprit que pas un seul centimètre, je dis bien, pas un seul centimètre du territoire national doit être bradé ou, en tout cas, être de nature à passer sous une autre souveraineté. Cet aéroport est en RDC, à Goma est en RDC, et donc il est normal que nous, en tant que gouvernement congolais, en tant qu'autorité, ayons un mot à dire et nous donner les moyens de pouvoir
effectivement restaurer notre autorité. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Londres et Dallas où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Nous allons suivre un élément sur les avancées des accords de Doha et de Washington en tenant compte bien sûr de ce parapluie qui vient d'être présenté le 7 novembre 2025 à Washington. Nous revenons après. Un pas significatif vers la paix a été franchi à Washington. Lors de la 4e réunion du comité mixte de surveillance, la RDC et le Rwanda ont paraphé un cadre d'intégration économique régionale. Cette avancée concrète lie délibérément la prospérité future à l'établissement préalable de la sécurité. Le comité a reconnu les retards dans la mise en œuvre de l'accord de paix de juin 2025. Les parties se sont engagées à redoubler d'efforts avec des mesures à court terme pour neutraliser les groupes armés et procéder au désengagement militaire. La synchronisation des actions reste impérative. Les autorités congolaises saluent l'implication déterminante des États-Unis, du Qatar et de l'Union africaine. Elles soutiennent pleinement les processus de Washington et de Doha, perçus comme des cadres essentiels pour une paix durable. Cette reconnaissance s'accompagne d'une vigilance absolue. Kinshasa reste intransigeant sur le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. La RDC condamne l'agression rwandaise et de ses supplétifs de l'AFC M23. Aucune concession ne sera faite sur ces principes fondamentaux. La paix ne peut se construire que sur le fondement inaltérable des intérêts supérieurs de la nation. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion avec Londres où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, nous allons passer à un autre sujet, nous allons parler de l'Afrique. Le Soudan, nous avons suivi avec effroi les atrocités horribles. Qui finance la guerre au Soudan? Quel est l'objectif et surtout pourquoi la communauté arabe n'intervient pas à la même dimension sur la question de la Palestine? Je dirais plutôt qui a intérêt à ce que les guerres se poursuivent. Bon, pour répondre précisément à votre question, il faut savoir que les Arabes, je parle les pays arabes les plus importants, ceux qui ont une influence politique et diplomatique sur le Soudan, ces pays sont divisés. Vous avez d'un côté des pays qui soutiennent les forces de soutien rapides du général Hemedi, et puis vous avez d'autres pays qui se reconnaîtront. Le but n'est pas ici de citer tel ou tel, mais il faut savoir qu'il y a une ligne de fracture au sein des pays arabes, les uns étant plutôt proches du général Hemedi, et les autres étant, on va dire, beaucoup plus favorables à celui qui estime avoir l'impérium pour diriger le Soudan. C'est aussi une guerre d'intérêt économique et c'est aussi une guerre d'influence. Aujourd'hui, on l'a dit et suffisamment répété, nous sommes dans une vraie bascule géopolitique et stratégique. Vous avez des pays comme le Qatar, comme l'Égypte, comme l'Éthiopie, comme l'Arabie Saoudite, et dans une certaine mesure comme l'Iran, qui sont dans une sorte de confrontation géostratégique, parce qu'il y a effectivement des zones d'influence dans lesquelles ils souhaitent poursuivre cette zone d'influence en utilisant ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des alliés directs ou indirects. On l'a vu notamment
au Yémen avec ces troupes qui sont armées, entretenues par d'une certaine manière l'Iran, à l'instar de ce qu'était le Hezbollah au Liban, pour contrarier les ambitions de l'État hébreu. On a le même cas de figure aujourd'hui au Soudan, avec des pays qui ont effectivement intérêt à ce qu'il y ait un avantage dans un sens comme dans l'autre. C'est un problème qui me semble avoir des racines profondes. Et vous savez, le Soudan, depuis la séparation avec le Soudan du Sud, n'en finit pas de s'enfoncer dans la guerre civile, notamment. La grande inconnue maintenant, c'est de voir ce qui va se passer au Darfour, hein, parce que on voit très bien qu'il y a là aussi matière à s'inquiéter, parce que on dénonce un certain nombre de choses qui s'y passent. Je suis assez surpris d'ailleurs de l'absence de la communauté internationale dans une recherche d'une solution. C'est la grande question. La communauté internationale s'arrête juste à interpeller. On a le même cas de figure avec la RDC, des millions de morts, mais on interpelle. Pourquoi cet État au fait? Vous savez, mais il faut déjà avoir présent à l'esprit que malheureusement, et je le dis avec beaucoup de tristesse, ce n'est pas le nombre de morts qui justifie que l'on puisse s'intéresser à un conflit. Ça reste encore une fois une affaire d'intérêt. C'est triste à dire et à entendre, mais c'est comme ça. Si, pour quelque raison que ce soit, la communauté internationale estime que son avenir est beaucoup plus menacé en Ukraine et à Gaza, eh bien, vous aurez effectivement moins d'attention par rapport à ce qui se passe en RDC. Mais les choses semblent avoir changé, puisqu'on a vu... La grande question, par exemple, pour la communauté internationale, quel est le danger par rapport à Gaza? Alors, on ne va pas commencer à comparer les conflits, mais ce qui est important, c'est de voir quel peut être l'impact de ces conflits sur la gouvernance et la sécurité mondiale. En Ukraine, on a vu que les ruptures de chaînes d'approvisionnement, notamment énergétiques, inquiétaient fortement les Européens. C'est pour ça d'ailleurs que l'Europe, dans ce dossier ukrainien, reste encore très divisée, puisque vous avez des pays qui ont voulu négocier en cachette avec la Russie pour qu'il n'ait pas de rupture des chaînes d'approvisionnement. De la même manière que vous avez des pays qui considèrent qu'une instabilité chronique au Moyen-Orient ou au Proche-Orient peut avoir des conséquences, notamment dans les pays du Nord. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez en France aujourd'hui environ 7 millions d'habitants, enfin de personnes vivant, mais qui sont de confession musulmane, mais c'est des personnes qui sont très fortement impactées par la question palestinienne. Et on voit très bien que ça a des conséquences sur, je dirais, la sécurité intérieure en France, lorsque vous avez effectivement des gens qui estiment, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, que la question palestinienne doit être traitée en priorité, et cela parfois autorise certains à prendre des initiatives malheureuses. Ce sont les attentats, pas seulement en France, mais dans d'autres pays. Donc on voit qu'il y a de toute façon un impact sur ces sociétés-là, qui sont aujourd'hui, disons, inquiets à l'idée de voir leur modèle social remis en cause pour diverses raisons. Vous avez des partis, surtout situés à l'extrême droite de l'échiquier politique, que ce soit en France, aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne, au Royaume-Uni, hein, qui mettent en avant, je dirais, le spectre et la menace de l'étranger qui vient pour remettre en cause le modèle et qui vient pour effectivement brader les valeurs. Et il y a des gens qui sont réceptifs à ce genre de discours, et vous avez au final un climat d'intolérance et de méfiance à l'égard des étrangers. Mais tout ça, évidemment, est lié à une actualité internationale où vous avez une très forte ostracisation. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec la politique de Trump, notamment vis-à-vis des migrants, lorsqu'il lance un appel aux Occidentaux en disant de faire attention aux vagues migratoires, etc., on voit qu'on a vraiment changé le monde. On a vraiment changé d'époque. Aujourd'hui, on pointe du doigt l'autre en l'accusant de tous les maux, mais en oubliant en fait qu'il y a une part de responsabilité dans les sociétés
de ces pays d'accueil qui se sont trop souvent braqués ou alors qui se sont tout simplement trompés de diagnostic. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait plusieurs lectures par rapport à des conflits. Et si on a parfois le sentiment en Afrique que les conflits n'ont pas la même attention que certains conflits ailleurs, on pense évidemment à l'Ukraine, on pense évidemment à Gaza, on pense évidemment à ce qui se passe au Soudan, bah, c'est parce qu'il y a effectivement des intérêts qui sont plus importants à préserver d'un côté comme de l'autre, et il y a effectivement matière à discuter sur les modalités qui peuvent être mises en œuvre pour essayer de résoudre ces conflits. Henri Désiré Nzouzi, parlons des dernières élections organisées en Afrique. Là, nous voyons la Côte d'Ivoire, la Tanzanie et le Cameroun. Quelle est votre lecture? Vous avez la Côte d'Ivoire, qui est quand même un des pôles économiques de l'Afrique, la croissance. Vous y allez souvent pour des activités. Vous avez Ouattara qui a été réélu. Vous avez Paul Biya, mais le Cameroun avec le problème de crise sécuritaire dans la partie anglophone, la pauvreté, la corruption. Et nous terminons avec la Tanzanie, dont elle était démontrée comme un modèle de gestion. Mais quelle lecture pouvez-vous faire de la réalité électorale en Afrique? Alors, un constat, il y a une vraie fracture générationnelle et une vraie rupture de confiance. La fracture générationnelle vient du fait que vous avez, dans le cas du Cameroun, un président qui s'est fait réélire pour un 8e mandat à 92 ans. Donc ça veut dire, mais là je vous prie de ne pas rigoler, mais quand il arrivera à la fin de son mandat, il aura un siècle, il aura 100 ans. Enfin, ça n'a aucun sens. Vous avez d'un autre côté Alassane Ouattara qui a réussi à se faire élire pour la 4e fois, en dépit de son âge. Hein. Je rappelle, Ouattara a 83 ans, pardon. Et donc, il y a, c'est vrai, une sorte de désenchantement au niveau de la jeunesse qui, en fait, n'a connu que ces chefs d'État. Je dirais que les parents n'ont connu que ces jeunes chefs, que ces chefs d'État. Et donc, la difficulté, effectivement, c'est de pouvoir faire en sorte que les idées et les aspirations de cette jeunesse soient véritablement représentées au plus haut niveau de l'État. Il y a des politiques qui, certes, ont été mises en œuvre pour essayer d'améliorer les conditions des jeunes, mais sans que cela ne soit nécessairement suivi d'effet. Et puis, vous avez le sentiment que les élections sont jouées d'avance. On n'est plus mobilisé, et donc on fait l'économie de se déplacer pour remplir son devoir civique. Et ça peut effectivement avoir, je dirais, un effet boomerang, dans le sens où si vous ne vous déplacez pas, si vous ne vous mobilisez pas, eh bien vous n'aurez aucune possibilité de faire changer les choses. À l'époque des réseaux sociaux, vous avez effectivement un accès beaucoup plus prononcé à l'information. On aurait pu se dire effectivement, en dépit du fait qu'on a une jeunesse qui est fortement politisée, qu'il serait possible de faire avancer le débat sur un certain nombre de sujets. Mais malheureusement, le sentiment que le pouvoir soit confisqué depuis de longues années, que tout soit verrouillé au niveau institutionnel, avec notamment des commissions électorales qui sont réputées proches du pouvoir sortant, ou alors lorsque vous avez une difficulté de renouveler le personnel politique dans ces pays, eh bien, vous avez une sorte de lassitude, de découragement qui fait que cette jeunesse ne se sent plus tellement concernée. Maintenant, le deuxième aspect, c'est la rupture de confiance. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont été promises, mais n'ont jamais été réalisées. Et dans ces conditions, il est très difficile de pouvoir créer les conditions d'une alternance qui se veut, je dirais, pacifique. Le cas de la Tanzanie est un peu différent parce que vous avez la présidente sortante qui s'est fait réélire, mais qui appartient au même parti que Julius Nyerere. Ce parti a exercé le pouvoir sans discontinuer depuis près de 60 ans. Et on voit très bien dans la réaction que cela a suscité, notamment dans la jeunesse, une volonté de changement, mais un changement qui tarde véritablement à venir. Il faut, je pense, une nouvelle espérance. Il faut qu'il y ait, je dirais, une nouvelle incarnation avec de nouvelles idées. Est-ce que aujourd'hui, dans ces trois pays, les conditions sont réunies? Je pense qu'au niveau de la Tanzanie, ça devrait pouvoir se faire.
puisque les pays d'Afrique subsaharienne et d'obédience anglophone sont en règle générale beaucoup plus ouverts pour cela. Côte d'Ivoire, Cameroun, on verra. Mais dans tous les cas, le grand perdant de ces 3 scrutins, c'est incontestablement la jeunesse. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Londres et Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Nous allons suivre un élément sur l'Afrique, les élections et ses réalités, les conflits, et nous revenons après. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara décroche un 4e mandat lors d'un scrutin marqué par une faible participation et l'éviction de ses principaux rivaux. Le Front commun conteste la légitimité du processus. Au Cameroun, Paul Biya, 92 ans, entame son 8e mandat après des élections contestées. Face aux violences post-électorales, il promet que l'ordre régnera, tandis que son opposant Chiroma Bakary dénonce la fraude. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan est réélue avec 98% des voix amides, des troubles ayant fait des centaines de morts selon l'opposition, qui rejette ces résultats et dénonce une répression brutale. Selon les observateurs, seuls les jeunes sont les laissés pour compte des scrutins présidentiels en Afrique. Au Soudan, le conflit entre les forces armées soudanaises, FAS, et les forces de soutien rapide, FSR, est alimenté par des puissances étrangères. Selon certains experts, les FSR profitent du soutien émirati et de Wagner, tandis que les FAS bénéficient de l'appui de l'Égypte et de la Turquie, perpétuant une crise humanitaire. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Dallas et Londres, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking, ainsi que producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, nous allons parler du séisme électoral aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous avons un musulman à la tête de la mairie de New York, Zoran Mandani, du Parti démocrate socialiste. Les démocrates se refont une santé sous la gouvernance du président Donald Trump, une année après l'échec électoral de Kamala Harris. Quelle est votre observation sur ce qui arrive dans les élections locales aux États-Unis d'Amérique? Henri Désiré Nzouzi. Alors, c'est des élections qui étaient effectivement attendues, même si le véritable grand test aura lieu l'année prochaine avec les élections des midterms, qui traditionnellement, c'est une tradition non écrite, veut que celui qui accède à la Maison-Blanche après une belle victoire perde les élections suivantes. Et nous verrons comment les choses se passeront. Mais il y a un mais. Donald Trump a été élu il y a de cela une année. Il est arrivé à la Maison-Blanche depuis le 20 janvier de cette année. Et depuis son arrivée, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a véritablement détricoté le contrat social américain avec des mesures qui, aujourd'hui, jusqu'à l'absurde, sont symbolisées par ce shutdown qui dure depuis plus d'un mois et qui, effectivement, plonge les États-Unis dans une situation extrêmement préoccupante. Face à cette évolution inquiétante de la situation observée depuis maintenant plusieurs mois, il y a aux États-Unis des mouvements de résistance qui s'organisent. Les gens se recrutent dans la magistrature, dans la société civile, pour essayer de ralentir en fait cette vague réactionnaire qui semble toucher les États-Unis. Et lorsque vous voulez effectivement faire reculer les choses et faire changer les choses, vous disposez d'une arme efficace, c'est le bulletin de vote. Et c'est ce que aujourd'hui les Américains semblent déterminés à utiliser, avec notamment ces élections emblématiques dans le New Jersey. Notamment, on a vu l'élection d'une démocrate, on a vu l'arrivée de ce maire à New York. C'est
élections représentent une vraie rupture par rapport à la politique qui est menée aujourd'hui. Et il y a fort à parier que lors des midterms, l'an prochain, la tendance pourrait effectivement s'amplifier. Aujourd'hui, je pense, à l'aune des résultats que l'on connaît de ces différentes élections locales, il y a quelque chose, il y a un sursaut, il y a un frémissement dans ce qui pourrait s'apparenter comme un vrai mouvement de résistance contre la politique de Donald Trump et qui devrait se traduire l'an prochain dans les urnes et qui sait, peut-être permettre un retour des démocrates d'un point de vue majoritaire, en tout cas dans les deux chambres aux États-Unis. Henri-Désiré Nzui, vous l'avez dit, le shutdown, plus de 35 jours déjà qui court, c'est un record de records. Comment aujourd'hui on peut voter du côté extrême et aujourd'hui à New York avoir pour la première fois un musulman, un démocrate socialiste? Ben, vous savez, il y a une vraie demande sur le plan idéologique aux États-Unis. Quasiment tous les modèles ont été expérimentés. Les démocrates d'un côté, les républicains de l'autre, qui se succèdent, qui s'alternent en fait depuis, on va dire depuis que les États-Unis sont indépendants, depuis donc 1776. Tout le monde se souvient que parmi les pères fondateurs, 5 ont été présidents des États-Unis. Vous avez George Washington, vous avez Thomas Jefferson et je pourrais en citer d'autres, mais vous avez effectivement, sans discontinuer, 2 partis qui ont exercé la plénitude du pouvoir aux États-Unis. Nous sommes en 2025, à une époque où nous sommes hyper connectés, à une époque où chacun a la possibilité de se forger sa propre opinion et sa propre analyse par rapport aux situations, qui a aussi une opportunité formidable de formuler une critique par rapport aux politiques qui sont menées et qui dispose effectivement de l'arme de la communication, du digital pour pouvoir exprimer son mécontentement ou son désaccord. Et c'est là qu'interviennent effectivement les projets politiques alternatifs qui peuvent séduire une partie de l'électorat, c'est de bonne guerre. Et puis, vous avez effectivement une tendance à vouloir peut-être, une tentation à vouloir expérimenter autre chose. Lorsque l'on voit l'échec des politiques successives, et là je généralise évidemment, menées par les partis dominants. Vous savez, si je devais prendre un exemple assez récent, on a vu par exemple en Afrique du Sud que l'ANC, pour la toute première fois de son histoire, l'an dernier, n'a pas obtenu la majorité absolue. Et donc, l'ANC a été contraint de négocier pour former le gouvernement. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et donc, on voit qu'il y a effectivement ce mouvement qui est visible dans certains pays. Les États-Unis ne feront pas exception à la règle. Ce qu'il y a simplement de nouveau ici, c'est que pour la première fois de son histoire, les États-Unis ont un président qui est aussi imprévisible, je dirais qu'inquiétant. Imprévisible parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'il va faire, puisque chaque jour, évidemment, nous avons notre lot d'informations, d'initiatives de la part du président américain, et vous avez cette grande inconnue par rapport à sa manière de réagir par rapport aux grands enjeux du monde. C'est vrai qu'il s'est montré particulièrement volontaire sur le dossier iranien, sur le dossier de Gaza, on le voit dans son implication dans le dossier de la RDC, alors que durant toute sa campagne, il avait annoncé un recentrage sur la politique intérieure américaine. On voit que depuis qu'il est là, eh bien, il veut effectivement régler toute une série de problèmes, parce que ce sont des problèmes qui risquent d'impacter sur la croissance américaine. Et donc, encore une fois, sur le plan intérieur, vous avez cette impression que les choses ne fonctionnent pas, et le shutdown est vraiment, je dirais, le symbole le plus marquant de cette rupture à la fois de confiance, mais aussi en termes de contrat social américain, puisque vous hypothéquez l'avenir de beaucoup d'Américains, de millions d'Américains, pour des raisons purement idéologiques. Et ce qui est assez surprenant, c'est de voir par exemple que dans des partis aussi respectables
que le Parti républicain, vous n'avez aucune voix dissonante pour demander éventuellement que l'on puisse revenir, je dirais, à la raison, ce qui montre bien qu'ils sont beaucoup plus préoccupés par leur réélection que par, je dirais, une amélioration des conditions de vie des Américains. Et c'est malheureusement dommage. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Dallas et Londres, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking, ainsi que producteur associé du JT diplomatique. Le goût du changement, nous allons suivre cette nouvelle tendance à voter aux États-Unis d'Amérique et nous revenons après. Le Parti démocrate enregistre un net succès aux élections locales du 4 novembre 2025. Abigail Spanberger remporte la Virginie et le New Jersey bascule dans son camp, selon les résultats officiels. À New York, la gauche progressiste triomphe avec Zoran Mamdani, élu maire avec 58% des voix. Ses supporters célèbrent sur Times Square ce verdict perçu comme un rejet de Donald Trump. Les partisans de l'actuel président, rassemblés au Grand Hyatt, dénoncent une victoire de la gauche radicale. L'opposition à Trump y voit au contraire un recul de l'influence républicaine. Ces scrutins, tests avant les midterms de 2026, confirment la polarisation du pays. Une campagne record à 1 milliard de dollars aura consacré l'essor de l'aile progressiste démocrate. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique, ainsi que initiateur des apéros de la diversité et du networking. Henri Désiré Nzouzi, nous allons parler de la COP 30 au Brésil. Henri Désiré Nzouzi, est-ce que les accords de Paris sera buté face à un mur? Il n'y a pas d'argent. Qui va soutenir financièrement la réduction du thermomètre planétaire si les États-Unis est absent, la Chine absente ou si absente? Qui va financer et surtout, qui va supporter les efforts de réduire le thermomètre planétaire à 2 degrés lorsque nous savons que la plupart des pays qui possèdent la faune, la flore, les forêts, tout cet écosystème permettant à réduire la température, se sert de ces mêmes ressources pour faire le bois de chauffe, pour manger, pour se tenir. Est-ce que la COP 30 n'est pas réaliste? Henri Désiré Nzouzi. D'abord, rappelez quand même que le 12 décembre de cette année, nous allons fêter les 10 ans de la COP 21, la fameuse COP de Paris, qui, à ce jour, reste la conférence des parties de référence par l'ampleur des engagements qui ont été pris. Et on l'a vu par la suite, un certain nombre d'initiatives pour faire en sorte que ces engagements soient respectés. Malheureusement, vous l'avez évoqué, les Américains ont... En tout cas, sous l'administration Trump, ont jugé bon de sortir de l'accord de Paris. On voit que les plus gros pollueurs craignent des pieds pour prendre toute leur part de responsabilité. Ce qui reste évidemment, ce sont des mesurettes. Et même si au niveau de la symbolique, la COP 30 se déroule à Belém, c'est-à-dire au sein même du premier poumon mondial, il y a fort à parier, malheureusement, que cette COP 30 ne soit pas du tout à la hauteur de l'espérance qu'elle suscite. En fait, depuis 2015, les choses sont allées de mal en pis. On avait chiffré à plus de 500 milliards de dollars dans les besoins pour le continent africain. Moins de 20% de ce montant a été consenti.
et vous avez vu arriver un certain nombre de conflits qui sont venus envenimer la situation et créer d'autres difficultés. Alors, il y a aussi le fait que chacun joue sa propre partition. L'Afrique a beaucoup de mal à parler d'une seule voix, puisque c'est de tradition, que ce soit sur les questions environnementales, politiques ou diplomatiques, vous avez encore des blocs, hein, vous avez encore des noyaux durs qui restent en place. Vous avez ceux qui préfèrent traiter avec Paris directement, ceux qui préfèrent traiter avec Londres directement, plutôt que de jouer, je dirais, collectif. Et tout cela impacte évidemment sur la capacité de l'Afrique à pouvoir peser dans des négociations. Maintenant, il faut aussi prendre en considération le fait que nous avons un certain nombre de, je dirais, énergies alternatives qui sont mises sur la table, quand d'autres pays remettent au goût du jour d'autres formes d'énergie pour faire tourner leurs industries. Et vous avez effectivement des impératifs, notamment en termes d'amélioration de conditions de vie, notamment dans les pays du Nord, qui font totalement abstraction des dégâts qui sont causés sur le plan environnemental. Mais quand vous revenez sur le continent africain, il faut quand même rappeler que l'Afrique, c'est 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez les RDC qui se veut depuis la COP de Glasgow le pays solution, avec une empreinte carbone négative, ce qui veut dire que les RDC, je dirais, absorbe plus de CO2 qu'il n'en émet. Il y a une belle carte à jouer de la part de la RDC, en termes de biodiversité, en termes, je dirais, d'opportunités, hein, dans le domaine environnemental, avec le développement d'une économie verte, avec notamment ce couloir vert qui va du Nord Kivu à l'ouest de la RDC. Ce sont des choses qui peuvent impacter favorablement et positivement sur le reste du monde. La RDC peut effectivement, dans cette volonté de préserver ce statut de pays solution, faire en sorte que ce qu'il offre au monde aujourd'hui puisse lui rapporter. C'est bien beau de dire que nous avons une belle biodiversité, nous avons un bassin du Congo qui représente à peu près 60%, voilà, mais il faut que nous ayons à cœur de pouvoir faire prévaloir nos intérêts. Il y a eu ce projet, je ne sais pas ce qu'il en reste, d'OPEP vert, qui réunirait en fait les 3 plus gros, je dirais, gisements de biodiversité à Amazonie, RDC et Indonésie. Je ne sais pas ce qu'il en reste, mais l'idée, évidemment, c'était de pouvoir négocier de manière collective sur les grandes questions environnementales, au moment même où on s'interroge effectivement sur notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de Paris, qui avait été fixé à 1,5-2%, aujourd'hui aura du mal à être atteint, faute de financement, parce que vous avez un désengagement progressif des grands acteurs, et puis vous avez aussi des arrière-pensées politiques, diplomatiques et autres, qui rendent effectivement l'équation quasi, je dirais, insoluble. De mon point de vue, Belém reste un beau symbole à cause du cadre dans lequel se déroulera cette COP30, mais en termes d'attente et de résultats, je crains malheureusement que nous restions sur notre faim. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Londres et Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Nous allons suivre un élément sur la COP30 au Brésil et nous revenons après. À Belém, au Brésil, la COP30 s'ouvre sur un constat alarmant. Le monde se dirige vers plus 2,7 degrés Celsius. Les enjeux prioritaires sont le financement climat, avec la feuille de route Bakutu-Belém visant 1300 milliards de dollars annuels, et la protection des forêts. Si le Brésil mobilise 130 chefs d'État, l'absence des États-Unis est notable. Trump confirme son retrait de l'accord de Paris. La Chine et la Russie, présentes, n'annoncent aucun renforcement de leur contribution.
Sans les grands émetteurs, l'objectif d'1,5 degré Celsius semble hors d'atteinte. Le fonds pertes et dommages reste sous-alimenté avec seulement 3% des 100 milliards promis. Cette carence menace l'Afrique, qui subit 80% des impacts climatiques. Le continent, responsable de seulement 4% des émissions, supporte un fardeau disproportionné. Sans alternative ni compensation, son développement est entravé. La COP30 risque d'entériner l'échec des engagements de Paris. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges dans ce programme en connexion entre Londres et Dallas, où nous recevons pour vous Henri-Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. Henri-Désiré Nzouzi, nous allons atterrir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre participation à ce numéro et surtout nous rappeler l'objet de votre présence à Londres ainsi que les activités que vous y avez menées. Henri-Désiré Nzouzi. Alors, ma présence ici, je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, c'est une volonté dans ma stratégie de déploiement à l'international des deux concepts que j'ai mis en place en RDC à travers le networking et en Belgique, les apéros de la diversité, c'est de pouvoir créer un axe vers des capitales comme New York, Londres, je l'ai fait à Doha, au Caire et ailleurs. Et donc, l'idée, c'est vraiment de consolider le concept et essayer de créer une vraie communauté d'intérêt avec des acteurs qui sont véritablement déterminés à prendre toute leur part dans le changement, que ce soit dans leur pays d'origine ou dans les pays d'accueil. Maintenant, sur les questions qui ont été abordées tout au long de notre échange, je pense que s'agissant de l'accord qui devrait être signé dans les prochains jours à Washington, je me joins évidemment à la position défendue par le chef de l'État. Ne faisons pas preuve d'angélisme, je l'ai dit, je l'ai écrit dans mes nombreux éditoriaux, nous devons faire extrêmement attention. S'agissant maintenant des autres questions, écoutez, les conflits perdureront tant que les intérêts des uns seront contrariés par les autres. Cela est aussi bien valable pour ce qui se passe en Ukraine que ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, que ce qui se passe effectivement à l'est de la RDC. Ce qu'il faut, c'est un vrai sursaut de la part de tous les acteurs pour essayer de parvenir à une solution durable. Enfin, dernier point, me semble-t-il, c'est celui relatif notamment à la COP30. Je pense que il va falloir là aussi trouver, je dirais, d'autres mécanismes. Aujourd'hui, ce sont les pays du Nord qui sont du Nord scandinave, pour être bien précis, qui sont les plus en pointe, je dirais, dans une véritable stratégie de recherche pour réduire les effets de gaz, des émissions de gaz à effet de serre, ce qui explique d'ailleurs le niveau d'engagement financier de ces pays dans les pays en développement ou en voie de développement. On voit que les autres pays occidentaux qui sont en capacité de payer voient leurs moyens redéployés ailleurs. Vous savez, quand vous avez une menace perçue telle quelle, existentielle, avec ce qui se passe en Ukraine, vous avez un redéploiement des moyens financiers pour se protéger. Et donc, à ce moment-là, la lutte contre le réchauffement climatique n'est plus du tout une priorité. Et c'est aussi un point sur lequel il va falloir pas se mettre d'accord, mais prendre vraiment la mesure de ce qui se passe aujourd'hui. Les engagements d'hier ne sont plus forcément les engagements d'aujourd'hui à cause de l'évolution dangereuse des différentes situations et à cause aussi d'une volonté de certains acteurs de se prémunir contre de mauvaises surprises. Henri-Désiré Nzouzi, merci de votre participation à ce programme depuis Londres. Merci infiniment de m'avoir accueilli. À très bientôt. Vous nous avez suivis depuis Londres, Birmingham, Leeds, Manchester, Liverpool, Sheffield, Bristol et Leicester. Merci pour vos messages. Merci de nous avoir suivis à Kampala, Kigali. Merci de nous avoir suivis au Brésil. Merci de nous avoir suivis à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis à Kolwezi, de nous avoir suivis à Mbandaka.
Restez branchés à ce programme. Nous étions en connexion avec Londres. Nous avons reçu pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité et du networking et producteur associé du JT diplomatique. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.